Nora mignon. Nora mignon. Bon, réveille-toi, connasse. Oh, c'est qui là? C'est le roi Soleil qui te parle. Ok, alors moi c'est Cléopâtre. Allez, laissez-moi dormir. Et puisque je te dis que c'est moi, Louis XIV quoi. Tu rêves, Nora, c'est pour ça. Ah d'accord. Donc comme ça doit être un rêve ou un cauchemar, je vais continuer à parler à une voix qui vient du ciel et qui sera un roi mort depuis 3 siècles. Justement, Nora, puisque je suis mort dans la souffrance il y a de cela 300 ans, je veux que tu honores ma mort en faisant une vidéo sur moi. Vous pensez pas qu'on l'a assez honoré votre mort? Entre les livres, les documentaires, les cours sur vous et même les jeux vidéo? Attendez. Le seul jeu PC que j'ai, c'est le seul jeu PC que j'ai et j'ai jamais réussi à finir tellement il est chiant. Donc votre vidéo, pouvez vous la garder. Hein. Mais il est de ton devoir de... Il est dans mon devoir de rien du tout. Alors laissez-moi avoir un rêve sympa s'il vous plaît. Nora Mignon, tu es la plus grande chaîne YouTube qui existe. Ça marche pas avec moi ça. La plus grande beauté qui existe sur Terre? Mhm. Une héroïne? Un génie? Oh, je sais pas, moi. Mais vous savez quoi? Vous êtes le roi le plus égoïste que je connaisse. Et le plus égocentrique aussi. Parce que c'est pas parce que vous me trouvez fantastique que vous voulez que je fasse une vidéo ou que vous trouvez que ma chaîne c'est la meilleure pour faire une vidéo. C'est juste que vous vous dites, oh bah tiens, une chaîne d'histoire, donc je pourrais lui demander de faire une vidéo sur moi, comme ça va pouvoir encore vous auréoler de gloire. En effet, et vu que tu me connais si bien, ce sera parfait comme motivation pour faire une vidéo sur moi. Allez, je te fais confiance. J'ai dû trop regarder Secret d'Histoire hier soir, moi. De toute façon, comme j'ai rien d'autre à faire. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler du même roi que la dernière fois, puisque au lieu de parler de la mode sous son règne, on va tout simplement parler de son règne, même si ça fait 300 ans qu'on nous bassine à son sujet, surtout à l'école. Mais justement, pour éviter des redises insupportables, nous allons voir la vie de Louis XIV à travers 9 anecdotes, et non pas 10, car je suis une marginale. Dis donc, est-ce que c'est pas toi qui te serais immiscé dans mon rêve? Non, non, juste toi qui es complètement taré. Ah ok. Louis XIV est né le 5 septembre 1638 sous le surnom de Louis Dieudonné, car contrairement à ce que vous pourriez penser en entendant ce nom et en rigolant face à l'ironie de la chose, il vient non pas de cet humour ici controversé, mais au fait que sa naissance a été vue comme un miracle. Ses parents, soit Anne d'Autriche et Louis XIII, ont mis 23 ans à donner un enfant. Pourquoi vous allez me dire? Parce qu'un doute plane sur l'orientation sexuelle de son père Louis XIII. Certains historiens le penseraient homosexuel ou au pire bisexuel car il s'était approché pendant son règne de nombreux hommes considérés comme favoris, mais on ne sait pas vraiment la nature réelle de ces relations. Bon, doit-on vraiment douter? La réponse est non. Donc, comme Louis XIII a eu des problèmes pour avoir des enfants, Anne d'Autriche s'est chargée de la sexualité de son fils pendant la régence. Non, pas comme ça, espèce de gros obsédé! Comme la majorité sexuelle était à 14 ans, la reine a demandé à ce que son fils sache comment faire des bébés pour parler de manière polie, ou alors, selon l'expression de l'époque, de le déniaiser. Donc toutes les personnes qui sont encore vierges sont niaises. Prenez note. Pour ce faire, Anne d'Autriche va demander à la baronne de Beauvais, Catherine Bélier, d'accomplir cette tâche. Femme atypique parce qu'elle était borgne et portait donc un cache-œil. Certains historiens pensent que ce ne serait pas sûr que ce soit elle, mais puisqu'elle a reçu une forte somme d'argent de la part de la reine tout en étant sa dame de compagnie, il y a de fortes chances qu'elle ait eu ce rôle auprès du jeune roi, même si elle était beaucoup plus âgée que lui. Mais en même temps, son ancêtre valois Henri II avait comme éternel favori Diane de Poitiers, qui avait eu le même rôle auprès de lui et qui donc a été sa première et ultime conquête. Bon, on n'a pas été de même pour Louis XIV. Ne vous inquiétez pas, on en parlera, car je sais que vous voulez qu'on en parle. Comme vous le savez sûrement, Louis XIV est le monarque qui a régné le plus longtemps en France et en Europe car il est mort à l'âge de 72 ans.
Mais ça a failli mal finir pour lui au moins 3 fois. À l'âge de 5 ans, il a été sauvé in extremis d'une noyade. À 9 ans, il est atteint d'une variole, les médecins le croyaient condamné, mais il a guéri miraculeusement. Et à 20 ans, c'est la fois où Louis a vraiment failli mourir. Suite à une intoxication alimentaire, il est atteint d'une fièvre typhoïde qui l'a laissé dans un sale état au point qu'on lui donna les derniers sacrements. Mais encore une fois, les médecins parviennent à le guérir miraculeusement. Si bien que Louis, le miraculé, finit par entrer dans ses appellations à son égard. Et ça, sa paire de cheveux lui en fera garder une trace, ce qui le forcera à porter des perruques toute sa vie. Vous pouvez d'ailleurs le voir dans mon dernier épisode sur la mode pendant son règne. Eh bah oui, je fais encore de la pub pour mes vidéos parce que je suis fière des liens que je crée entre mes vidéos. Voilà! Le fait que Louis XIV en ait sorti à ces 4 événements est sûrement justifié par le fait que c'était une force de la nature. Mesurant 1m84, c'était un colosse pour son époque, et ceci a dû l'aider à supporter ses autres problèmes qu'il traîna toute sa vie, car le roi mangeait beaucoup et récupérait des maladies de ses nombreuses liaisons. Peut-on éviter de mettre dans la même phrase manger et toutes les MST que Louis XIV a pu choper? Ce serait sympa, merci. Voilà ce que les médecins ont dû se forcer à combattre pendant toute la vie du roi. Troubles gastriques et digestifs, tumeurs, nombreux MST, vapeur et douleurs dorsales fréquentes, fièvre variée, maux de dents, parce que oui, il bouffait tellement que ses dents étaient totalement pourries, parce que les dentistes au XVIIe siècle, c'était pas trop ça. Une fistule anale qui est une malformation qu'il a dû guérir douloureusement en 1686. On va passer les détails. Des problèmes urinaires et enfin de nombreuses crises de gouttes dont la dernière finira en gangrène, ce qui sera la cause de sa mort. Alors si Louis XIV a vu autant de problèmes, nombreux viennent de la quantité de bouffe qu'il ingurgitait, si bien que c'est lui qui a totalement réinventé les repas, les faisant durer beaucoup plus longtemps que prévu. Voilà un repas classique. Déjeuner de Sa Majesté. Potage de Sa Majesté. Bisque de pigeonneau. Potage de tortue. Potage de poulet garni d'asperges. Potage de mouton frit au navet. Premier service. Poulet d'Inde à la framboise. Queue de mouton aux figues. Sarcelles au ragoût. Cochon à la dombe et au safran. Cuisse de chevreuil, pâté de chapon désossé et musqué. Deuxième service, héron, faisan, géninotte, fan de biche, porc, perdrix, filet de chevreuil, dos de sanglier. Les entremets de Sa Majesté. Oreilles et pieds de veau, langue et oreilles de cerf, foie de chevreuil, gelée de cornes de cerf, tétine de vache, beignet de moelle, pâté au citron, tortue, champignons à l'olivier. Dessert de Sa Majesté. Pâtisserie, tourte au musc, confiture au parfum, cerveau à l'eau de rose, praline, crème à l'ambre. Souper de Sa Majesté. 2 chapons vieux, 12 pigeons de volière, une perdrix au parmesan, 4 autres pigeons, 6 poulets, 8 livres de veau, 3 poulets gras, 1 faisan, 3 perdrix, 2 poulardes, 4 jeunes poulets, 9 poulets, 8 pigeons, 2 et 4 tourtes. 2 autres entrées pour Sa Majesté. 4 perdrix sauce espagnole et 2 poulets gras en pâte grillée. À cela ajouter un plat composé d'un chapon, de 2 bécasses et de 2 sarcelles, ainsi qu'un autre plat comportant 5 perdrix. C'est pas fini. Lors du coucher de Sa Majesté, il faudra mettre à sa disposition, au cas où ce dernier retrouve l'appétit, une collation composée de 8 œufs durs, une poularde, 3 pains et 2 bouteilles de vin. Je pense que c'est suffisant là, non? Ces longs repas étaient d'ailleurs suivis par la cour, surtout les nobles, car toute la journée du roi était suivie, car c'est Louis XIV qui a instauré l'étiquette à Versailles. C'est plutôt logique, c'est quand même lui qui a construit le château. Donc de son lever à son coucher, eh bien tout le monde assistait à ses repas, à ses chasses, etc. Et à son lever, les nobles restaient du début à la fin, donc quand on l'habillait ou quand il faisait ses besoins. C'est vrai que ça devait être tellement incroyable de voir Louis XIV aller aux toilettes. Je suis sûre qu'aujourd'hui beaucoup paieraient pour aller voir François Hollande dans ce moment si glorieux. Pourquoi Louis XIV a-t-il donc installé cette étiquette au sein de la cour de Versailles? Tout simplement parce qu'il était prétentieux de ouf. Non, t'es même pas prêt. Ah, parce que vous causez aussi quand je dors pas. Il faut bien que je surveille ce que tu dis. Oui, alors le deal qu'on a passé ne stipulait pas que j'allais dire des choses agréables sur vous, hein. Oh, c'est inadmissible. Faut assumer, mon vieux. Reprenons. Donc oui, Louis XIV était prétentieux, parce qu'en même temps, sa devise était quand même Nec pluribus impar, soit supérieur à tous. J'avoue que j'ai un peu forcé la dose. Mais en même temps, je suis pas soleil, quoi. Alors l'explication à ce fameux surnom, c'est parce que pendant la Régence, le roi a dansé dans un costume de soleil, ce qui aurait fait venir ce surnom à tout le monde. Mais le soleil avait bien sûr une signification pour Louis XIV, car c'est l'astre qui donne vie à toute chose et qui sera le symbole de l'ordre et de la régularité. C'est aussi pour ça que la cour assistait à la journée du roi comme à la journée du soleil. D'ailleurs, sa chambre était située au centre du château, au niveau de la galerie des glaces, soit face au lever et au coucher du soleil. La classe, ouais, non?
Oui, en effet, mais ça correspondait pas trop à la vision qu'avait le peuple de vous, hein. Malgré ses efforts, en effet, Louis XIV était tailli de son peuple, car entre les dépenses pour le château, les fêtes, les favorites et les guerres, le peuple avait la dalle. Donc lors de son cortège funèbre, on a choisi de le faire la nuit pour éviter l'émeute et que les gens jettent des pierres sur son passage. En parlant des dépenses liées à ses maîtresses, elles étaient volumineuses car Louis XIV a eu dans sa vie une quinzaine de maîtresses favorites, dont les plus connues sont Louise de la Vallière, Madame de Montespan et Madame de Maintenon, qui deviendra sa femme cachée à la mort de la reine. Ce sera d'ailleurs la seule favorite qui se mariera avec un roi dans toute l'histoire de France. Mais avant ça, la reine a dû subir les favorites car le roi s'exposait sans gêne avec elle. Par exemple, Marie-Thérèse d'Autriche devait accepter la marquise de Montespan dans son propre carrosse ou d'être avec le roi en présence de ses concurrentes. Bah, elle disait rien. Et puis je continue à aller dans son lit quand même. Oui, Louis XIV a continué à honorer le lit conjugal, ce qui a donné naissance à 6 enfants. Bon, ils sont tous morts par la suite, mais ça partait d'une bonne intention. D'ailleurs, c'est parce que ses enfants avec la reine sont décédés que Louis XIV a failli mettre ses enfants adultérins comme potentiels à monter sur le trône. Mais son arrière-petit-fils a survécu, soit le troisième fils de son petit-fils, le duc de Bourgogne. Vous suivez toujours? Et il deviendra le futur Louis XV. Pour finir, nous allons parler de quelque chose de beau, de quelque chose de joli, de quelque chose de mignon. Le premier amour si innocent et romantique de Louis XIV. Lorsque le roi se marie avec Marie-Thérèse d'Autriche en 1660, tout se passe bien et la nuit de noces se passe comme prévu. En même temps, la baronne Laborne y avait un petit peu appris comment faire, hein. Mais ce mariage a aussi été un sacrifice pour le roi, car ce dernier était amoureux d'une des nièces du cardinal Mazarin, Marie Mancini. Lorsque le roi était malade de sa fièvre typhoïde en 1658, elle pleure la possible mort du roi, ce qui a attiré l'attention de ce dernier. Bon après, ces pleurs peuvent être sincères, comme ils peuvent être un moyen pour elle d'attirer le roi, de devenir reine et de se venger de ses sœurs et de son oncle qui réussissaient. Ah ouais, donc en fait, il y a la possibilité qu'elle soit une grosse opportuniste. Ça casse un peu le truc d'un coup. Malgré tout, ils ont vécu une jolie petite histoire d'amour, tellement jolie que Louis XIV était prêt même à l'épouser. Mais raison d'état oblige, Mazarin le convainc de se marier avec Marie-Thérèse d'Autriche, ce que Louis XIV accepte à contre-cœur. C'est sur cette note toute mignonne de la part d'un jeune roi que nous terminons l'épisode à son sujet. Donc Louis XIV est présenté comme un roi qui a donc construit Versailles et a donc fait prospérer la France politiquement et culturellement. Mais le peuple en a payé les frais, car c'est à cette époque que les dettes françaises se sont vraiment accumulées, et d'ailleurs ces fameuses dettes mèneront à de gros problèmes, et moins d'un siècle plus tard, c'est la Révolution française qui arrive. Néanmoins, avec cet épisode, on a pu voir que Louis XIV avait ses failles, était imparfait, mais il reste quand même un grand roi de l'histoire de France, de par la durée de son règne, et aussi du plus bel héritage qu'il nous a laissé après sa mort, c'est le château de Versailles. Ça va? Vous êtes contents? Tu t'es bien rattrapé. Je me rattrape toujours à la conclusion. Toujours est un bien grand mot, ma chère.